j'ai un mal à digérer. Puis alors ça me tue, j'arrive pas à maigrir. C'est terrible. J'en crève en fait de trop manger. Et alors l'accident cardiovasculaire, je vous dis pas. C'est pas juste, c'est pas juste. En Éthiopie, un enfant sur 3 meurt de faim. 1 sur 2 souffre de malnutrition. Vous n'avez pas l'air inquiet? Il faut pourtant trouver une solution. Ah voilà, ben je vous le disais, il faut qu'on trouve une solution. Je cherche, je trouve pas. Mais ça me fout le moral, ça me casse le moral. Heureusement, ça me casse pas l'appétit. Moi, je ne peux plus supporter ces enfants malades qui dépérissent. Mais je n'ai même plus la force de me révolter. Voilà, alors on aurait pu continuer comme ça, ensemble même, à jouer ce sketch. Mais je vous ai dit, le spectacle, c'est ce soir, c'est plus tard. Et tout de suite, nous voudrions ensemble d'abord ouvrir la semaine de la solidarité internationale. Avec vous, à Salon. Cette semaine s'ouvre autour de quelques associations vous les apercevrez tout à l'heure, elles auront l'occasion de témoigner. Elles se sont regroupées en un vrai collectif. Pas seulement pour faire des choses entre elles, mais aussi pour nous proposer de réfléchir avec nous, de comprendre un peu mieux ces questions autour de la faim. Ce sketch, finalement, j'ai du mal à maigrir, mais depuis que je vous parle, il y a 5 enfants qui sont morts. Enfin, je veux dire, alors nous n'avons pas envie de faire une émission misérabiliste, inquiétante, de nous culpabiliser. Il n'y a pas de raison, en plus je ne pense pas que ce soit une solution. On a envie de réfléchir et puis de chercher quand même ensemble des moyens d'agir. Donc c'est ça que nous vous proposons. Et peut-être pour illustrer et expliquer peut-être cette problématique, je vous propose qu'ensemble, nous commencions par regarder ce petit film, Le paradoxe de la faim. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy. La Terre compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'êtres humains. 852 millions de personnes souffrent de la faim, soit 14% de la population totale ou une personne sur 7. 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent tous les jours de causes liées à la malnutrition. Mais contrairement aux idées reçues, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population et la faim devrait être bannie de notre planète. Ainsi, le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir toute l'Afrique. L'Éthiopie compte le plus grand cheptel du continent africain, plus de 31 millions de bovins, 20 millions de moutons, 15 millions de chèvres, 6 millions de chevaux et d'ânes, de quoi fournir en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. L'Inde, elle aussi, produit suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population locale, soit 1 milliard d'habitants. Et pourtant, la moitié de la population du Congo souffre de malnutrition. En Éthiopie, c'est entre 25 et 50% des gens qui en souffrent. L'Inde affiche quant à elle un taux de malnutrition de l'ordre de 25% de sa population. L'incroyable paradoxe, c'est que c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de personnes souffrant de malnutrition. À l'échelle mondiale, 70% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs. Le Congo compte 62% de paysans, l'Éthiopie 81% et l'Inde 54%. L'Union européenne compte seulement entre 2 et 6% d'agriculteurs selon les pays, les États-Unis 2%. Pourtant, dans ces pays, ce n'est pas de faim, mais de suralimentation et d'obésité dont on parle, alors que la faim continue par ailleurs d'augmenter.
Comment est-ce possible? Comment des pays qui produisent légumes, fruits, céréales et viande, sans oublier du lait, peuvent-ils compter autant de personnes ayant faim? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, mais bien des politiques économiques mises en place. Avec la libéralisation des échanges, prônée par l'agrobusiness en particulier, les denrées agricoles circulent de plus en plus librement entre les marchés du Nord et du Sud. Des entreprises agricoles dotées de tracteurs et autres outils mécanisés, accédant à des engrais bon marché, des subventions et autres soutiens à l'agriculture, exportent leurs produits sur les marchés du Sud. Là, ces produits entrent en concurrence avec les productions des paysans locaux, qui n'ont trop souvent que leurs deux mains, une houe, un arrosoir, pas d'accès à des subventions, pas d'accès aux engrais et aux semences, parfois même pas d'accès garanti à la terre. Les chiffres parlent tout seuls. En Europe, le nombre de tracteurs et équipements mécanisés par surface cultivable est 287 fois supérieur à celui du Congo, 383 fois supérieur à celui de l'Éthiopie et 12 fois supérieur à celui de l'Inde. Et si l'on compare les budgets à l'agriculture, on retrouve ce même décalage. Aux États-Unis, les subventions à l'agriculture représentent 3 fois le budget de l'aide au développement pour toute l'Afrique. En Europe, le budget de la PAC, politique agricole commune, atteint presque 50% du budget total de l'Union européenne. Alors qu'au Sud, les budgets alloués au développement de l'agriculture sont minimes, les subventions et subsides accordés directement aux producteurs n'existent tout simplement pas. Je m'appelle Saliou. Mes parents travaillent comme des forcenés toute la journée au champ, comme mes grands-parents, mes oncles et tantes. Mais les conditions sont trop difficiles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Payer tout ce qui est nécessaire pour cultiver, pour manger, l'école pour mes frères et moi, les soins de santé. Et qu'est-ce que je vais faire moi plus tard? Partir en ville, ou émigrer en Europe, ou faire comme eux, galérer dans les champs. Sur le marché mondial, les petits producteurs ne font pas le poids. C'est même pire, ils sont quasiment rayés de la carte. Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko ande. Shagamofino anane. Shagamofinane. 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 Extraordinaire ce paradoxe, c'est quasiment absurde. Et nous continuons à parler de temps en temps de la faim et on continue à ne rien faire alors que ça semble possible. Pourquoi? Le film est intéressant, il va peut-être un petit peu vite. On pourrait peut-être se proposer d'aller un peu de l'avant dans cette compréhension de ce phénomène. Nous avons avec nous Jacques, Nadine et Patricia qui vont essayer de nous aider à mieux comprendre, soit un peu en poursuivant la réflexion sur ces enjeux, soit en nous donnant des exemples, des témoignages concrets. Donc, nous vous proposons maintenant d'essayer de mieux comprendre ensemble ce phénomène. Alors, Jacques, est-ce que, j'allais presque dire le spécialiste, il n'y a pas de spécialiste de la faim, mais c'est vrai qu'avec un certain nombre des membres des associations qui sont ici là, et qui sont regroupés au sein de l'espace citoyen dans ce collectif, cette réflexion elle-même, il y a l'action, mais il y a aussi la réflexion. Est-ce que tu pourrais rebondir un peu sur ce film et peut-être nous redire à ta façon, à toi, qu'est-ce qui te semble important pour y comprendre un petit peu plus quelque chose? Parce que c'est peut-être seulement si nous comprenons que nous arriverons aussi à agir. Bonsoir Jean-Marie. Dans un premier temps, alors je viens surtout non pas en tant que spécialiste, puisqu'on va quand même
il y a d'éminents spécialistes. Oui. Il faut voir les domaines dans le domaine de l'économie, des naturalistes. Il ne faut pas oublier les naturalistes s'intéressent à cette question de la faim. Il y a aussi les sociologues, les anthropologues aujourd'hui. Donc il y a des champs divers pour expliquer la malnutrition et la faim dans le monde. Donc le reportage montre surtout les facteurs externes du problème de la faim liés à la libéralisation des échanges. On en viendra. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est la place du paysan là-dedans. Faut pas, surtout pas l'oublier. Il a quand même, il nous a porté depuis le néolithique jusqu'à une période magnifique, le XXIe siècle. Il nous a permis d'être 6 milliards d'individus sur cette planète, donc on y est arrivé. Il est possible qu'avec des agriculteurs, des paysans surtout, on y arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un certain temps? Pour eux, il faut remonter dès les années 45, très rapidement, il y a eu cette modernisation de l'agriculture dans les pays du Nord, comme chez nous. Et c'est une mécanisation accrue, vous la connaissez, le tracteur, l'engrais, les pesticides, les insecticides, ce qui a permis de créer une production agricole multipliée par 3. On a été fort de cette augmentation de la production. Cette capacité a été transférée dans les pays du Sud, notamment à partir des années 70 sous la dénomination de la Révolution verte. Cette Révolution verte, ça a été le package, si je puis dire, où on proposait, pour régler le problème de la faim, une mécanisation simple, certes, insecticides, pesticides, semences, et aussi l'irrigation. Le problème de l'irrigation pose un énorme problème, puisque dans les pays du Sud... On a exporté nos techniques, en fait. Voilà. Hein, bon. Alors, ça aurait dû marcher. Ça a marché malgré tout. Là, aujourd'hui, on arrive en bout de... On est essoufflé. Cette manière de produire montre ses limites. Aujourd'hui, on le voit. Là, il y a un personnage qui s'appelle André Pochon qui circule. C'est un agriculteur qui circule à travers la France. Il dit, depuis 1973, je suis un éleveur en chagrin. Que s'est-il passé? C'est-à-dire, on l'a dépossédé. On l'a dépossédé dans le sens où le paysan est devenu complètement sous tutelle de l'agro-industrie. Sous tutelle, je donne rapidement l'exemple, c'est les semences. Les semences, actuellement, un paysan a toujours récolté les meilleures graines à chaque récolte. Ces semences, normalement, doivent se reproduire. Aujourd'hui, à partir, vous avez nous on parle en Mauritanie, ils sont obligés d'acheter leurs semences toutes les années. C'est pas normal. 1 kilo de semences coûte 500 €, 1 kilo de semences de tomates. Donc vous rendez complètement dépendant le paysan. C'est comme si on fait une analogie avec l'informatique, c'est comme si chaque année, on vous enlève le logiciel, le traitement de texte et vous le rachetez. C'est exactement pareil. Ça, c'est le premier point. D'où un peu ce qui était dit là, si j'ai bien compris, c'est que finalement, c'est là où il y a le plus de paysans actuellement, qu'il y a le plus de famine aussi, alors que ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû être l'inverse. Alors, après d'autres, bien entendu, d'autres phénomènes arrivent. Le paysan se retrouve deuxième phénomène qu'il faut tenir compte, face à des ressources. Ces ressources sont de plus en plus limitées, de plus en plus pauvres. En France, vous avez tous des sols complètement appauvris, elle est surexploitée. Vous avez dans les pays du Sud des sols qui disparaissent à vue d'œil. Chaque année disparaît la valeur de terre arable équivalent au territoire de la Belgique. C'est énorme. C'est énorme. Cette portion de vie, elle est le support à la création de l'alimentation, est en train de disparaître. Alors aujourd'hui, on dit que c'est la crise climatique qui a bon dos, mais en fait, c'est une surexploitation excessive des ressources. On pourra peut-être donner d'autres exemples en cours de route. Les ressources sont donc limitées. Troisième point, l'accès à la terre. Le troisième problème, c'est dans le monde, l'accès à la terre est un point noir. Si on prend l'exemple, j'ai pas trop le temps parce qu'il faudrait balayer de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine, mais l'exemple le plus connu, caractéristique, c'est au Brésil. Au Brésil, vous avez 50% des agriculteurs
qui ont à peine 2% des surfaces cultivées. Et l'inverse, 2% d'agriculteurs qui ont 50% du territoire. Vous imaginez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des paysans qui n'ont pas accès à la terre, qui n'ont pas de terre. Et c'est une quête de la terre actuelle. Et si on peut parler de conflit aujourd'hui, on parle de conflit ethnique. Et de conflit ethnique, c'est en partie faux. Ce sont des gens qui veulent un peu de terre, ils ne la trouvent pas. Il y a des méthodes aujourd'hui qui sont à dénoncer, de la méthode de déguerpissage, souvent dans la zone sèche sahélienne, proche des vallées, vous avez des exploitations agro-industrielles qui se font seconder par les États pour faire déguerpir vivement des paysans. Donc là, c'est le troisième problème. Bon. Alors, je ne sais pas si je résume à ma compréhension de ce que tu dis, on pourrait s'attendre à ce que les agriculteurs, enfin, ou les paysans, comme tu dis, parce qu'ils puissent produire d'abord pour se nourrir et donc pour solutionner ce problème de la faim, et en fait, pour un certain nombre de raisons, ils sont dépossédés. Hein, cette possibilité-là leur est confisquée actuellement. Ah oui, c'est ce que tu dis. Absolument. Bon. Il y a, alors, quatrième problème, c'est le. Et puis après, on prendra quelques exemples concrets. Voilà, okay. Je vais terminer par il y a bien d'autres problèmes. Il y a le changement alimentaire. Ne pas oublier qu'actuellement l'alimentation est en train de se transformer et pose de graves problèmes. Si les Chinois se mettent à manger toute de la viande, on n'aura pas suffisamment les capacités pour nourrir tout le monde. Bon, ça c'est autre chose. Voyons la libéralisation des échanges. Si on prend un exemple. Sur les étals de Nouakchott, de Dakar ou de Niamey, toutes ces villes, ou même d'Haïti, vous avez en fin de compte les produits européens qui est moins cher que le produit local. Donc là, ça pose un énorme problème. Donc là, on est sur une question plus de politique mondiale. Enfin, c'est la politique mondiale, la libéralisation des échanges, actuellement, sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, on l'a vu dans l'émission, qui incite, force les pays à ouvrir leur marché. Donc là, c'est vraiment injuste parce que derrière, il faut voir que c'est des produits européens qui sont totalement subventionnés. D'où le problème du prix aujourd'hui des denrées agricoles. D'accord. Bon, on voit bien qu'il y a plusieurs raisons qui viennent en fait se surajouter. On reviendra, soit maintenant, soit dans le débat tout à l'heure. Merci Jacques. On va essayer d'illustrer un petit peu ces quelques idées fortes. Patricia, par exemple, bonsoir. Avec l'illustration en Haïti, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que ça se vérifie? Ah oui, ça se vérifie surtout au niveau du développement parce que les paysans sur les hauts plateaux d'Haïti sont vraiment au coude à coude avec le gouvernement pour essayer de garder des terres et essayer de les développer. Il peut y avoir il y a 2 récoltes par an en Haïti. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir assez à manger pour Port-au-Prince, pour toutes les villes d'Haïti. Seulement, voyez, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'aide pour descendre jusqu'à Port-au-Prince et on ne peut pas garder les fruits, on ne peut pas garder les légumes. En plus, il y a maintenant des multinationales qui rachètent les terrains, bien sûr avec l'accord, il y a des accords signés avec les gouvernements, pour faire un petit peu d'argo-carburant. Alors c'est nouveau, c'est des carburants verts. Ça s'appelle le jaropha, c'est une plante qui soi-disant va sauver la planète et on pourra tous rouler avec du jaropha. Seulement voilà, les paysans haïtiens, eux, vont continuer à mourir de faim pour qu'on puisse faire de la route. Voilà, c'est un peu ça. On mange plus, mais on roule, que voulez-vous. Voilà, et non, ils ne mangent plus et nous, on roule. C'est encore pire, parce qu'eux, ils roulent même pas. Voilà. Donc les petits paysans en ce moment ils essaient de faire vraiment beaucoup de choses. Et là, à Copenhague, il va y avoir un sommet. Et bien sûr, ils n'ont pas trop le poids dans la balance. On l'a vu là sur le film. Voilà, ils pèsent rien du tout. Et voilà, il y a des multinationales qui continuent à... également, au niveau des terres, il y a des
familles, très peu de familles en Haïti qui ont beaucoup de terres, et les paysans qui y travaillent n'ont pas de terre. En plus vient le climat. On a des chouquets en Haïti parce que tout le monde se sert du charbon de bois pour cuisiner. Donc quand il y a une grosse déforestation, et bien sûr le paysan, la paysanne, quand elle a besoin, la mère de famille, quand elle a besoin de faire cuire quelque chose, elle prend la racine s'il reste qu'une racine. Voilà. Bon, merci Patricia pour cet exemple. Nadine, est-ce qu'on pourrait prendre un autre exemple, une autre illustration, un témoignage aussi? Oui, mais pas du tout dans la même zone. Oui. Bon, moi, j'interviens avec Vent du Sud, donc j'ai une partie, toute petite partie du Niger qui est enclavée entre la République du Tchad, le Nigeria et le Niger. Voilà. Oui. Une population nomade. Et bon, je vais rajouter une louche à tout ce qu'on a dit Bien. sur les positions économiques, politiques de la faim. Oui. Par exemple, dans cette population-là, les nomades sont en voie de sédentarisation. Voilà. Et pourquoi alors qu'il y a des populations, d'autres populations nomades dans la même zone qui prospèrent. Alors, ces populations, c'est des Toubous. Voilà, ils ont été en rébellion. Ils se sont alliés avec les Touaregs dans les années 96. Et ils ont morflé parce que l'armée nigérienne les a largement décimés et a surtout décimé leur cheptel. Voilà. Donc depuis 96, ce sont des gens qui sont en déshérence et ils ont du mal à reconstituer leur cheptel parce que traditionnellement, ils confiaient leurs troupeaux à des éleveurs Peuls, qui sont aussi dans la région. Voilà. Et c'est les éleveurs Peuls qui transhumaient véritablement avec le bétail. Or, ces Peuls, ils ont pris fait et cause pour l'armée nigérienne. Voilà. Et au moment de la paix, les armes ont cessé, mais les conflits sur le terrain sont restés. Voilà. Donc, les éleveurs Toubous ne veulent plus confier leurs troupeaux aux Peuls. Donc, moralité, ils n'ont plus de troupeau. N'ayant plus de troupeau, ils n'ont plus rien à manger. Parce que le troupeau, ça leur apporte du lait, de la viande, si c'est les gros camelins, parce que ils peuvent le vendre. Et les petits ruminants, eux, appartiennent aux femmes. Ils apportent du lait. Quand je dis du lait, faut savoir que, par exemple, en février l'année dernière, 11 chèvres donnaient 1 litre de lait par jour. Bon, on a déjà un peu une idée de la grosseur des portions. Voilà. Mais, en dehors du climat, de tout, ce qui peut, de désintérêt complet du gouvernement nigérien qui s'occupe pas de grand monde, mais alors de ces nomades excentrés, ça risque pas. Voilà. Donc ce sont des gens qui n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Alors ils trafiquent un petit peu parce qu'ils vivent quand même. Ils trafiquent un petit peu avec le Nigeria et le Tchad. Ils revendent une chèvre, un machin, mais le bénéfice c'est même pas 1 euro quoi. Voilà. On en est là. Bon, merci de ce témoignage. Je sais pas, j'ai l'impression que dans vos 3 paroles, vraiment, ceux qui ont faim sont l'objet d'enjeux qui les dépassent complètement, mais avec lesquels ils ont quasiment rien à faire, comme si, que ce soit sur les questions de multinationales, de propriété de la terre, d'enjeux politiques, ils étaient, eux, totalement dépendants d'enjeux qui les dépassent totalement. D'accord, Jacques? On pourrait rajouter juste quelque chose, parce que c'est quand même important. C'est que peut-être tout le monde connaît l'organisation du Fonds monétaire international, vous en avez entendu parler, et ils ont une technique de plan d'ajustement structurel. Alors, vous parlez d'État qui ne subventionne pas son agriculture, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que en échange de prêts, ces États pauvres donc s'endettent pour avoir des prêts, et bien entendu, il vient un spécialiste du Fonds monétaire international avec une belle valise
exigeant. Il voit le ministre de l'économie et change totalement le budget de forme. C'est-à-dire, il y aura tous les dépenses sociales ainsi que les dépenses en agriculture qui sont, pour ainsi dire, inexistantes. Donc pas de politique de développement. Il a fallu bien pour la France qu'elle se redresse une politique de développement très intense. Voilà, vivace. Et là, aujourd'hui, il y a ce défaut-là. Ces plans d'ajustement structurel sont à dénoncer. Merci. Alors, ce n'est qu'un éclairage. Il y a des livres entiers écrits sur la question. On en débattra aussi tout à l'heure. Mais on a voulu quand même, peut-être dans ce premier temps, essayer, voilà, de comprendre, d'ouvrir quelques pistes pour une meilleure compréhension. On n'a pas envie d'en rester là. Hein. Je crois qu'il est important, on ne s'est pas réunis seulement pour réfléchir, je crois qu'on s'est réunis aussi, si c'est une semaine de la solidarité, pour la mettre en œuvre. Alors, je vous propose maintenant que, d'abord, nous remercions ensemble nos trois intervenants, et puis que nous regardions un premier témoignage, celui de Toko Blaž, celui-là même qui jouera tout à l'heure pour nous, et à sa façon, il parle dans le quotidien et plus généralement de ce que l'on peut faire. Bonjour Toko Blaž, donc vous êtes un artiste et un auteur engagé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre univers musical? Univers musical qui puise sa source dans le reggae et plein d'autres influences autour, comme tout ce qui est hip-hop, comme tout ce qui est musique du monde aussi, parce que bon, c'est vrai que je suis originaire d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, donc c'est vrai que dans ma musique, j'aime bien aussi utiliser des instruments traditionnels comme le balafon, comme la kora, le tamani, plein d'autres instruments, faire participer aussi des musiciens d'Afrique de l'Ouest qui sont de passage. J'aime bien voilà quoi faire ce genre de collaboration artistique. Et dans vos chansons, il y a des thèmes que vous abordez plus facilement ou que vous affectionnez plus particulièrement? Dans mes chansons, j'aime bien faire comme des flashs d'images comme ça, c'est-à-dire d'une phrase à une autre, aller sur le passé, se projeter dans l'avenir, revenir au présent, repartir, et c'est plein de flashs comme ça je fais beaucoup de références à ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit aussi bien en Europe, que ce soit chez nous en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine. Donc c'est un mélange de tout. C'est quelque chose de très personnel, on le sent. Et pour vous, est-ce que c'est un peu une solidarité envers les autres et une façon de s'ouvrir aux autres? Déjà, c'est vrai que la musique, c'est un partage déjà avant tout, parce que c'est vrai que toi quand tu réalises un disque ou tu composes un titre, tu sais pas, tu le composes pour toi au départ. Après, tu sais pas quel impact il peut avoir sur d'autres personnes, parce que du coup, tu te rends compte que finalement, ce que tu dis, ça peut toucher des personnes qui sont peut-être pas du même milieu culturel que toi, du même milieu qui soient pas de la même classe sociale et qui se sentent plus ou moins concernés par ce que tu dis. Parce que la musique, ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Donc après, il n'y a pas vraiment de barrière autour, quoi. Une fois que tu l'as diffusée, après, elle se propage un peu partout, quoi. La solidarité, pour vous, comment vous la définissez? Solidarité, déjà au départ, ce sont des petits gestes au quotidien, comme dire bonjour, sourire, serrer une main, tenir une porte. C'est s'ouvrir aux autres, quoi. C'est pas uniquement rester dans son coin, se fermer des autres, vivre dans son petit confort matériel. C'est plein de petits gestes comme ça. C'est pas uniquement faire des chèques pour différentes œuvres humanitaires ou quand il se passe quelque chose de grave à l'autre bout de la terre. C'est des petits gestes comme ça qui manquent un peu, je pense, de plus en plus. On vit dans une société où chacun se replie sur soi-même et on vit dans son petit confort et on oublie qu'on a des voisins de palier. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'alimentation.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de l'équilibre alimentaire dans le monde? Moi, il y a des images qui m'ont choqué. Elles sont récentes quand des producteurs laitiers ont déversé je ne sais pas combien de litres de lait dans des champs. Et qu'à côté de ça, il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Je dis pas qu'en Afrique, dans d'autres pays, même ici en Europe, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui ont du mal à acheter 1 litre de lait tous les jours, quoi. Je pense que je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des problèmes financiers pour ces gens, pour tout le secteur agroalimentaire. Ça, on en est conscient. Mais je pense que ce sont des gestes à ne plus reproduire, quoi. Marqué au fer rouge sur la peau, enfermé dans une cellule psychologique, peu de lumière entre les barreaux. Condamné pour un délit de sale gueule, fugitif dans l'urban jungle désorienté, on doit se débrouiller seul. Au loin les aboiements des contrôles fiscaux, à nous tous entre les arbres de béton, petits noms d'oiseaux. Crise identitaire au centre de la meule. On oublie les valeurs de nos aïeuls, à l'ombre des libertés, dans le dos de l'humanité, sous le nez de la laïcité, l'enfer de la mixité, au fond de la diversité, si loin des égalités. Oui, oui, oui. Seul contre l'unanimité, refusant l'autorité, faire face à l'adversité, dire non à l'uniformité, sortie de la passivité, recherche une identité. Génération Kunta Kinte.